bien de la belle visite! Ah! Ouais, mais elle est où ma cabane? Elle est où ma galerie? Coudonc, je suis rendue où, moi, là? À Péribonca! Hey, ça a changé, ici. Hein? Je m'en souviens même pas avoir traversé la rivière. Pour moi, mon esprit fait défaut encore une fois. Mais c'est pas grave. Moi, c'est Madame Hudon, enchantée, fantôme de bienheureux Jeanne d'Arc. Ouais, ça, c'est le petit village qu'il y a sur la Pointe-Taillon, là. Juste l'autre bord, ah bien justement, l'autre bord de la rivière, là, tu sais. Ça, c'est Péribonca, puis quand on traverse l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la Pointe-Taillon. Bien, ça, c'était bienheureux Jeanne d'Arc. Je vous dis qu'on était bien organisés, hein. Autour de 1916, là, ça, c'est l'année qu'on a été nommé municipalité. Ouais. Bien, c'est rien, c'est pas rien, ça, hein. Parce que pour être nommé municipalité, ça prend minimum 300 hommes. On avait 7 de plus. Oui, 307 habitants. On était chanceux, hein? Oui. D'ailleurs, je vois une petite télécommande là. Ça doit être fait pour ça, ça. Ben oui. On avait un beau grand chemin qui faisait le tour, là. Et puis un autre qui passait en plein milieu. Mais ça, il n'y avait personne là. Ça traversait la savane, là. Fait que c'était bon, rien. Mais ça nous permettait de traverser d'autres bords plus rapidement. Et puis sur le chemin, on avait 4 écoles. Une scierie au kilomètre 12, puis une petite fromagerie sur le bout de la pointe. La fromagerie Paradis. Oui, c'est là qu'on allait vendre notre petit lait, puis M. Paradis faisait du fromage avec ça. Il nous revendait ça 2 ou 4 cents la livre. Mais le beurre, c'était 25 cents, par exemple. Ça, c'est plus un luxe, hein? Oui. Puis on avait 4 écoles parce qu'il fallait que les enfants marchent à pied, hein? Puis même bien souvent nu-pied pour aller à l'école. 10-12 kilomètres pour se rendre à l'école. Mais on avait une quarantaine d'élèves par école, quand même, hein? On était des familles nombreuses, là. Oui, oui. Sauf qu'on n'avait pas de magasin général, puis on n'avait pas non plus d'église. Alors, pour se ravitailler ou donc aller à la confesse le dimanche, il fallait prendre des bacs passeurs, ouais, pour traverser la rivière. Savez-vous ce que c'est, ça, des bacs passeurs? Des radeaux? Des genres de petits bateaux, mais ça n'a pas de moteur. Mais je pense à ça juste avant, je vais vous montrer, là, tout ce qui était autour de la pointe où on était installé, c'était tous des beaux champs, hein, des terres agricoles. On avait tout défriché ça. D'ailleurs, ça, c'est une photographie aérienne, hein, 1926. Ça, c'est les lots de de Johnny Gagnon, puis Joseph Gagnon, justement, juste en face des sites, là, de la rivière, là, en face du village. Alors, vous voyez, c'était tout défriché, hein, jusqu'à Tourbière, parce que là, Tourbière, ça se... pas grand-chose à faire avec ça, hein, c'est une swamp, là, une pouponnière à bebite, là. Ça fait que nous autres, on avait défriché ce qui était bon pour faire l'agriculture. On cultivait le blé, l'avoine, même de l'orge, puis du lin pour faire des serviettes, puis même des couvertures. Ah, on s'organisait, hein? Mais les bacs passeurs, bien, ça ressemblait à ça. Pour traverser, là, ça coûtait 25 cents. Le prix de la livre de beurre, hein, quand même. Mais si tu avais un cheval, c'était 50 cents. Puis 2 chevaux, 75 cents. Bien là, si tu as un wagon mobile, là, comme sur cette gravure-là, c'est 2 piastres. Hein, parce que là, tu as les moyens, hein, de traverser. C'est du luxe. C'est plus un luxe. Et puis ça, c'était tiré par des câbles qui traversaient la rivière. Et puis c'était actionné par un système de poulies qui était actionné par les chevaux. On appelait ça le horsepower. Ouais. On avait un, ben oui, je vous dis horsepower, les chevaux, horsepower. Ça fait qu'on avait un pour traverser à Péribonca, puis il y en avait un aussi pour aller à Honfleur, là, Sainte-Monique. Oui, oui, oui. Ah, c'était le bon vieux temps, là, que voulez-vous, là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le monde se sont installés sur la Pointe-Taillon? Voulez-vous bien me dire? Qu'est-ce qui aurait pu nous amener ici? Vous c'est ça un peu, là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire de feu pour se faire un petit thé, là. Mettre ça à côté. C'était des terres agricoles, oui. Bien, c'est sûr qu'on était sur du sable, hein? Ça fait qu'il y a des terres qui étaient moins bonnes que d'autres. Mais en 1897, ils ont fondé la Société de rapatriement et de colonisation. C'est eux autres qui faisaient des belles publicités comme ça, là. Puis ils envoyaient ça partout dans les journaux, en Europe, puis même aux États-Unis, pour inciter le monde à venir coloniser le nord du lac Saint-Jean. Bien là, il faut savoir que quand tu arrivais ici, c'était pas déjà des beaux champs de blé comme ça, là, hein? Tu arrives devant un paquet d'arbres, puis là, tu te dis, je vais m'installer ici. Il n'y a pas de chemin, il faut le faire. Puis il n'y a pas de maison non plus, il faut la construire. Ça fait que les gens qui arrivaient de l'Europe, là, des fois, ils étaient un peu découragés, là, de la situation, parce qu'on leur vendait des beaux champs de blé. Ça fait que... Mais il y en a qui repartaient, puis il y en a qui restaient. Puis ils étaient bien équipés. Puis il faut savoir aussi qu'ici, à Péribonca, il y avait une maison
de colons, comme celle-ci. C'était celle-là qui était à Péribonka. Et puis, les gens qui arrivaient d'ailleurs pouvaient s'installer quelque temps dans les maisons des colons, le temps d'avoir leur lot, puis de s'installer confortablement, là. Bon, confortablement. Il faut dire que la première maison, c'était jamais un gros luxe, là. Hein? C'était une petite cabane à peu près grande comme ça ici, là. Et puis, il y avait une petite porte bien basse, puis une petite fenêtre bien haute. Savez-vous c'était pourquoi, ça? Non? C'était pour pas que les ours y rentrent dans la cabane. Fallait que tu rentres à 4 pattes dans ta maison, pour pas que les ours, eux autres, ils te suivent. Ouais. Sauf que l'année d'après, ben oui, il y avait des ours. Ben ici, on était dans le bois, là. Hein? Il n'y avait pas il y avait pas de civilisation trop autour. Bon, des petits villages par-ci, par-là. Mais il y avait des ours. Et puis, l'année d'après, quand la femme arrivait avec les enfants, ben là, tu te faisais une belle grande maison, hein, plus confortable. Et puis là, tout le monde travaillait pour défricher sa terre, avec les enfants, puis les femmes, enlever les souches. C'est grâce à la Société de rapatriement et de colonisation qu'il y a eu autant de monde qui sont arrivés ici dans le nord du lac Saint-Jean et sur la Pointe-Taillon, et donc beaucoup de Français, les Douillards, les Sonouillais. Une des premières, bien, la première femme à être arrivée sur la Pointe-Taillon, c'était Madame Roy, de son petit nom, Alice Descormiers, la femme de Eugène Roy. Lui, Eugène Roy, là, il était gardien de phare à Terre-Neuve. Mais ce pauvre, il est mort encorné par un taureau. Avec 12 enfants, là, bien, Mme Roy, il a fallu qu'elle se trouve une place où aller. Ça fait qu'elle a écrit à l'évêque, puis là, bien, l'évêque il a dit « Viens t'installer au lac Saint-Jean, c'est des braves gens. » Ça fait qu'elle est arrivée à Roberval. Et puis à Roberval, elle a fait la traite des fourrures avec les Amérindiens, là. Mais ça n'a pas bien marché. Ça aurait l'air qu'elle se serait fait avoir un peu. Ça fait qu'elle a donné sa maison aux Ursulines quand le couvent a brûlé. Et puis, elle est venue s'installer sur la Pointe-Taillon en 1897, la toute première famille. Ouais. Eh bien, elle était très pieuse, hein? Elle a fait construire le calvaire qui était sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'île Bouliane. Vous savez, la petite partie qui est détachée de la Pointe-Taillon, là? Avant ça, c'était rattaché à la Pointe-Taillon, puis elle a demeuré là avec ses fils. Et elle avait fait construire le calvaire, ça fait que comme on n'avait pas d'église, bien, une fois de temps en temps, bien, on avait une messe spéciale au calvaire. Ouais. Sauf que la madame, elle a vendu à un Français, justement. Monsieur Paul-Augustin Normand. Le connaissez-vous, lui? Beau monsieur, hein? Belle petite moustache toute bien taillée, propre à bord de ça, hein? Bien propre, ouais. Bien, lui, il a racheté le domaine de Mme Roy, mais il avait racheté d'autres terres en plus de ça. Ça fait qu'il avait racheté au total 150 arpents. Il y avait des idées de grandeur, là, hein? Pas rien que pour vous dire. La partie A, ici, c'était pour l'agriculture, puis la partie B, c'était pour l'exploitation de la forêt, là, les arbres. Ça fait qu'il avait fait construire une grange étable. En avez-vous déjà entendu parler? La grange étable de M. Normand. 3 étages, avec une cave à fumier tout en béton. Hey, c'est pas peu dire, là, pour l'époque, c'était pas commun, là. Bien, rien que pour vous dire, il a gagné la médaille d'argent du Méritas agricole en 1910. Ouais. 150 pieds, cette affaire-là. Un côté pour les animaux, non, ça c'est fenil. Ouais, l'étable, le fenil, puis le côté pour le foin, ici, là. Il y avait même des trappes d'aération pour faire circuler l'odeur, pour pas que les bêtes s'empoisonnent avec l'odeur du fumier. Hein? C'était bien pensé, son affaire, là. Ça, c'est l'intérieur, justement, du fenil, du côté du foin. Une belle cabane, hein? Et puis, si on voit ici l'extérieur. Et puis, quand elle était en construction, ouais. Mais il n'était pas tout seul pour diriger son entreprise, hein, parce qu'à lui, tout seul, il embauchait 125 employés, quand même. Hein? Ça fait qu'il avait embauché Onésime Tremblay. Le même Onésime, là, qui était à la tête du comité des agriculteurs lésés. Bon, on en reparlera de ça plus tard, si vous voulez, là. Oui, ça fait qu'à tous les jours, il y a un petit bateau qui s'accostait à son quai, puis il venait laisser des ouvriers, acheter du bois, des cochons. Vraiment un homme d'affaires. Il nous a même installé le téléphone. Avez-vous ça, vous, le téléphone, dans votre village? Bien, 1905 qui est arrivé, M. Normand. Oui, bien, M. Normand est arrivé en 1905, puis il est reparti en 1908. Ça fait qu'il n'est pas resté longtemps, mais il a eu le temps de nous installer le téléphone. Oui. La ligne téléphonique partait de son domaine, et puis elle se rendait jusqu'à Mistassini. Pas Mistassini, voyons donc, Sainte-Monique, jusqu'à Sainte-Monique. Oui. Sauf que si tu voulais le téléphone, il fallait que tu te fasses un poteau puis que tu le plantes. Ouais.
Mais c'est pratique, par exemple. Ben oui. Après ça, tu peux téléphoner à Robertval, puis à Chicoutimi, puis à plein de places de même, là. Oui. Du côté nord, hein? Et puis, il y avait bien des bourgeois qui arrivaient de Robertval en bateau, là, qui arrivaient au domaine de M. Normand pour se reposer. Il y avait un dortoir, et puis il accueillait le monde, puis le monde pouvait rester là une couple d'heures, ou bien une nuit, puis repartir après ça sur la rivière Péribonka, ou encore s'en aller vers Alma. Ouais. Il faut dire qu'il y avait une vingtaine de bateaux quand même qui sillonnaient les eaux du lac Saint-Jean. Hein? C'était le principal moyen de transport. Sauf que l'hiver, c'était les chevaux sur la glace. Ça, c'est sur la rivière, mais sur le lac Saint-Jean aussi, on se déplaçait à cheval sur la glace du lac Saint-Jean. Puis c'était nous autres, le monde de la Pointe-Taillon, qui entretenait une balise pour traverser, puis pas pour pas se perdre, hein? Parce qu'avec les crevasses, puis les tempêtes, puis tout ça, c'est pas toujours évident. Ça fait que les boulianes, eux autres, ils entretenaient une balise, c'était des petites épinettes plantées dans la glace à tous les 300 ou 500 pieds. Puis en plein milieu du lac Saint-Jean, il y avait une petite cabane juste assez grande là, pour loger 2-3 hommes puis un cheval. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une tempête, là? Hein, parce que c'est pas commode, là, on va être pogné sur le lac Saint-Jean en pleine tempête, là. Connaissez-vous le docteur 5 Mars de Saint-Cœur-de-Marie? Non! Ah oui? Bien oui, c'est vrai que c'est peut-être pas de votre temps, ça, là. J'oublie des fois, je perds des bouts, là. Eh bien, lui, il raconte qu'à un moment donné, il était venu soigner un malade sur la Pointe-Taillon. Puis quand il est parti pour retourner chez eux à Saint-Cœur-de-Marie, le manteau de fourrure, puis les valises de médecin, puis tout ça, eh bien, j'ai vous donc, il est parti à pied, en se basant sur les lumières qu'il voyait au loin, là. Bien, en pleine nuit, à part de ça, là, à ce pauvre, il a failli se perdre, la tempête s'est levée, et puis il a dit qu'il n'a jamais essayé de faire ça. Le manteau de fourrure dans la neige, oui, imaginez-vous. Ça devait être quelque chose, hein? C'est quand même plusieurs kilomètres, là. Après ça, il a juste voyagé 2 jours, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a une fois, il est arrivé pour accoucher Mme Gaudreau, là, la femme de Xavier Gaudreau, le propriétaire de la série. Quand il est arrivé, le petit, il était né, ça faisait 3 jours. Hey! Quand même, hein? Pour moi, on n'avait pas le téléphone à ce moment-là, parce que là, moi, ça fait que c'est ça, le moyen de transport, hein? Ah, bien, justement, pour en revenir à M. Normand, checkez ça, une essoucheuse, vous. Il y avait les moyens quand même, hein? Oui, un bel engin. Puis une petite scierie mobile, là. Des beaux bio qu'il y avait là. Puis ça, c'était sur justement la partie de son domaine, là, où il exploitait la forêt, là. Ouais, le bois, pour vendre le bois. Ah, il était bien... Bien, apparemment qu'il avait écrit à Onésime, une fois qu'il est retourné en France, là, eh bien, il a écrit à son collègue Onésime qu'il s'ennuyait pas mal de la Pointe-Taillon, puis qu'il avait passé des belles années ici. D'ailleurs, ce qui a fait en sorte qu'il a quitté, le savez-vous? Ah, bien non, sûrement pas, là, vous n'étiez pas là non plus. Bien non, c'est parce que son père était propriétaire d'un chantier naval en France. Alors, quand il est décédé, il n'a pas eu le choix de retourner pour reprendre les affaires familiales. Ça fait qu'il a mis en vente son domaine dans un petit prospectus comme ça, qu'il a distribué à la grandeur de la région. Et puis là, il expliquait tout là, comment il s'était bien installé dans son domaine. D'ailleurs, ça, c'est l'île Bouliane, là, si vous la reconnaissez, là. Mais à l'époque de M. Normand, avec la grange étable, ah, bien, j'ai un pointeur là-dessus, en plus de tout ça, un peu. Ah, avec la grange étable, la maison de ferme pour accueillir les visiteurs, la petite maison de M. Normand. Puis ça, c'était d'autres maisons qui étaient à côté, là. Ouais. C'était défriché pas mal, hein? Quand même, là. Ouais. Ça fait qu'il a vendu en 1908, et puis c'est un monsieur Auguste Gagné qui a racheté, ouais, avec ses fils. Et puis lui, il avait même fait la guerre de Brouwer, imaginez-vous donc, là. Ça fait qu'il y avait de l'expérience, puis il est revenu faire l'agriculture ici. Mais il en a revendu une partie aux Boulianes, d'où le nom de l'île Bouliane. Ouais, ça a été les derniers propriétaires. Je pense que c'est justement eux autres, là, Joseph puis Philomène. Ouais, là, ils étaient plus âgés un petit peu, mais ils sont arrivés sur la Pointe-Taillon en 1918, ouais, avec leurs enfants. Et puis, si je reviens, là, eux autres, ils restaient vraiment avec la grande famille ici, puis c'était Émile, un de leurs fils, qui restait sur sa petite cabane à côté. Ouais. Ça fait qu'il avait acheté la partie de l'île. Bien, c'était pas une île à l'époque. Je dis l'île Bouliane, mais c'était pas encore une île, hein. C'était vraiment rattaché. Mais quand l'eau montait au printemps, il y avait une terrasse de 300 pieds quand l'eau montait pour relier là, la partie du domaine au reste de la Pointe-Taillon. Ouais. Des beaux bio. Des fois, on la voit encore aujourd'hui quand l'eau n'est pas profonde, on voit des bio toutes bien enlignés. Oui, oui. Ça fait que, bien, c'est ça. Eux autres, ils ont eu à peu près 9 enfants qui sont restés sur la Pointe-Taillon avec eux autres. On voit la maison familiale, hein, ici.
Probablement celle-là qui servait de dortoir aussi à l'époque de M. Normand. Mais eux autres aussi, ça a l'air qu'ils étaient bien accueillants. Oui, ils étaient bien accueillants, puis ils accueillaient aussi des bateaux, puis du monde qui venait rester chez eux. Et puis là, ben, on voit les chevaux, puis le bœuf, là. Ouais. Ah, on avait du fun avec les boulianes. Ils étaient recevants, Ah, puis ça en est tout un aussi, hein? Un souffle d'inspiration pour la population. Le connaissez-vous, celui-là? Beau monsieur, hein, avec la belle barbe, là. Regardez-y les mains. Ça, c'est M. Joseph Larouche. M. Larouche, lui, là, tout un colonisateur. Il a ouvert la paroisse du lac Kenogami. Puis après ça, ils ont déménagé, lui et sa femme, à Saint-Gédéon. D'ailleurs, quand Flavie Simard est allée le rejoindre à Saint-Gédéon, elle est partie avec le petit Dimbras. 20 000 à pied qu'elle a fait dans le bois avec le petit Dimbras. Voilà le faire, hein? Oui. Ça fait qu'après ça, après avoir ouvert une terre à Saint-Gédéon, il a été le premier pionnier de Saint-Henri-de-Taillon avec son frère Pierre en 1885. Puis en 1906, quand il est venu ouvrir une dernière terre sur la Pointe-Taillon, il avait 79 ans. Hein, quand même, hein? Savez-vous qu'est-ce qu'il mangeait à tous les jours? Quand tu es un colonisateur, là, puis là, que tu n'as pas de jardin, puis que tu n'as pas d'animaux. Bien, tu n'en as pas d'animaux, tu ne peux pas avoir du lard. Comment? Des biennes, ouais, des pois bouillis, puis des navets cuits sur le poêle. À tous les jours, même à Noël. Ouais. Bien, il faut croire que ça ne tue pas parce que M. Larouche, il est décédé à 95 ans, en 1922. Puis ça, c'est une partie de leur famille, là. Il y a 4 générations là-dessus, là. Bien, ça a été un souffle d'inspiration qui est arrivé en 1906, puis ça a comme inspiré d'autres familles à venir s'installer dans le coin. Ça fait qu'à partir de 1906, là, les familles ont commencé à peupler la Pointe-Taillon, jusqu'en 1916, où on a été nommé municipalité. Puis après ça, on était prospère, un petit bout de temps, là, quand même. Ah, puis ça a été Isaac Laplante, au Beluet. Checkez-moi ça, les belles chaudières remplies de Beluet dans une partie de brûlée, là. On a connu ça un petit peu, les feux de forêt sur la Pointe-Taillon, mais c'était des petits feux localisés. Il n'y avait pas, ça n'a pas été des grands feux, là, comme le grand feu de 1870. Ça ne nous avait pas atteint, par exemple. Puis ça, c'est justement M. Xavier Godreau, avec sa famille. Si je ne me trompe pas, il y avait 18 enfants, il me semble. Et puis, M. Xavier Godreau, là, c'est lui qui était propriétaire de la scierie. La scierie du kilomètre 12. C'était Ferdinand qui l'avait construit en 1905. Et puis lui, il l'avait racheté en 1918, si je ne me trompe pas, pour 12 000 Oui, 12 000 Et puis, il a fait rouler ça pendant plusieurs années. Puis ici, vous voyez un petit camp là, forestier typique de l'époque 1900, début des années 1900. Puis une petite dernière, Stanislas Godreau, avec sa Studebaker décapotable. On a connu ça, les wagons mobiles, là, sur la Pointe-Taillon. Sauf que quand les enfants l'ont entendu arriver avec ça, ils ont eu assez peur. Ils se sont cachés en dessous du lit. Hey, ils n'avaient jamais entendu ça, un moteur de même, là. Puis quand tu voulais monter une côte, il fallait que tu montes de reculons, parce que le gaz montait juste par gravité, là. Ouais. Mais il y a une histoire qui raconte que Stanis, on l'appelait Tanis, il n'avait pas fini de payer sa Studebaker décapotable. Ça fait qu'un jour, la police débarque, à Pointe-Taillon. Hey, M. Tanis, il a eu juste le temps de se cacher dans le lac avec un roseau pour respirer. Ça aurait l'air qu'il aurait passé comme une journée complète en dessous de l'eau. Ça fait que la police ne l'a jamais trouvé. Mais ils sont repartis avec la voiture, par exemple. Sauf que Tanis, ils ne l'ont pas emmené, ils ne l'ont pas trouvé. Ouais. Fait qu'il avait perdu sa bagnole, là, mais en tout cas, il a eu la vie sauve. Mais oui. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que moi, j'ai eu 16 enfants. Ouais. Parce que monsieur le curé nous disait tout le temps, pour gagner ton ciel, ça te prend ta quinzaine. Ben moi, je n'ai fait un de plus, rien que pour être sûr. Je ne voudrais pas te revirer de bord rendu là, hein, pour un enfant de plus ou de moins, là. Ben ouais. Puis ça nous prenait toujours la permission de monsieur le curé pour faire des veillées. Fallait qu'on soit en bon terme avec monsieur le curé. Ouais. Puis il n'était pas tout le temps de bonne humeur dans ses sermons, là. Le curé Élie, là, il n'était pas tout le temps de bonne humeur. Mais en général, ça se passait bien. Sauf que, comme je vous disais, c'est plus tranquille pas mal à cette heure sur la Pointe-Taillon. Hein? Il y a bien du monde en barouette à pédale, là, mais du monde comme moi, vous n'en verrez pas d'autres. Ça, c'est à cause de la tragédie du lac Saint-Jean. En avez-vous entendu parler? Du lac Saint-Jean. Oui, la tragédie, là. 24 de juin, 1926. Ça vous dit quelque chose? C'est loin pas mal, hein? Inondation. Ah, OK. Ben, je vais vous la raconter, ça va me faire plaisir.
Non, ben les religieuses, je les ai-tu connues, eux autres? Ben oui, le 24 de juillet 1926, on venait juste de planter nos semences. Puis on attendait le beau temps pour faire pousser ça. Ben, on ne voit-tu pas l'eau du lac qui monte de par-dessus nos terres? Sur le coup, on s'est dit, c'est un caprice du lac Saint-Jean. Il n'a pas passé sa crue. Parce qu'au printemps, la neige à fond. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça arrive souvent. Bon, oui, hein, au printemps, la neige à fond. Ça fait que quand il y a bien de la neige dans le nord, avec la rivière Péribonka, l'eau du lac, elle monte. Hein? L'eau pouvait monter aussi haute qu'aujourd'hui. Sauf qu'après la crue, nous autres, il fallait qu'on marche 3 km pour aller au lac. Fait que l'eau redescendait bien, bien basse. Puis là, ben, on cultivait nos terres. Fait que là, cette année-là, on a attendu. Mais c'est juste 2 mois plus tard qu'on a su dans les journaux que le barrage qui s'était construit à l'île Maligne, il avait fermé ses perles. Puis en fermant ses perles, ça a fait monter l'eau du lac. Comme si c'était le printemps, sauf que là, bien, ça allait rester de même. Ça n'allait pas redescendre. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais combiné à tout ça, 1928, bien là, les perles sont fermées. Puis là, bien, il y a une grosse crue du printemps. Puis c'est là que l'eau va monter jusqu'à 24 pieds. Bien là, ça veut dire que les chemins sont inondés. Après ça, les terres sont inondées aussi. Les bâtiments sont isolés. Mais surtout, l'eau est rendue non potable. Ça fait qu'à partir de 1928, les gens vont commencer à quitter la Pointe-Taillon, puis ils vont repartir faire leur vie ailleurs. Petit peu par petit peu, là, les gens vont s'en aller tranquillement. J'avais une petite photo, justement, de la centrale hydroélectrique d'Île-Maligne. À ce moment-là, c'était le plus gros projet de centrale au monde. Hein? Puis là, bien, ça allait nous amener l'électricité, puis des emplois. Ça fait que le gouvernement il a décidé d'accorder la permission à Duke et Price, hein, à l'époque, qui étaient les propriétaires, les fondateurs de ce grand projet, de fermer les perles, au détriment de quelques cultivateurs autour du lac Saint-Jean. Ouais. Mais on n'a pas été les seuls à être touchés. Hein? Saint-Méthode, qui était complètement inondée avec la rivière Tiquapé. Après ça, Roberval. Non, ça, c'est Saint-Méthode, excuse-moi. Ça, c'est Roberval. 1928. La tragédie, là, c'est vraiment 1928, 2 ans après la fermeture des barrages. Roberval, Métabetchouan, Saint-Gédéon, là, quasiment tout le tour du lac a été touché par ça. Ouais. Mais ça reste que ça nous a amené, comme je disais, bien des avantages aussi. Et puis, les gens ont commencé à quitter. Mais sur la Pointe-Taillon, il y a quand même des familles qui sont restées jusqu'en 1947. Ouais. Ça, c'est la famille de M. Joseph Tremblay, avec un de ses fils, puis 2 de ses filles, Pierrette, puis Yvonne. Là. Mais regardez-moi la belle maison qu'il y a eu sur la Pointe-Taillon. Hein? Parce que c'est sûr, eux autres, comme ils sont restés jusqu'à la fin des années 40, bien, ils ont eu le temps de s'installer un peu mieux. Là. Parce que du côté de la rivière Péribonka, bien, il avait été un petit peu moins touché par le baignage des terres. Alors, les gens sont restés plus longtemps, puis ils étaient plus près des commodités, avec les bacs passeurs, le village de Péribonka puis de Sainte-Monique. Là. Ça fait que, oui, ils étaient bien installés. Là. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça, c'était la seule maison qui avait une cave. Oui, il reste encore un peu comme les vestiges de cette maison-là, là, puis il y avait une petite cave. Non, elle est vraiment du côté nord, pas loin de la Pointe-à-Chevrette. C'était la première habitation. Mais elle n'était pas là sur les photos aériennes de 1926. Eux autres, parce que les Tremblay ont d'abord resté comme dans la partie centrale de la Pointe-Taillon, du côté de la rivière. Puis après ça, ils ont déménagé en 1932, comme ils pensaient rester quand même assez longtemps, là, sur les lots 85, 82, ça veut dire, c'est ça, pas loin de la Pointe-Chevrette. Donc, ils étaient pas, on ne les voit pas sur les photographies aériennes. Mais, sauf que là, ils ont bien vu que ça n'allait pas changer, hein? Que la petite municipalité se défaisait de plus en plus. Et puis, les terres étaient rendues marécageuses, l'eau n'était toujours pas potable, ça fait que c'était comme trop de désagréments pour pouvoir rester là. Donc, les dernières familles ont quitté. À ce moment-là, bien, c'est la compagnie Saguenay Power qui devient propriétaire du territoire. Donc, il y en a certains qui ont été dédommagés, sauf que la compagnie voulait rembourser juste la partie qui n'avait pas été touchée par le baignage. Ça fait que la plupart ne recevaient pas grand-chose. Ça, je peux vous le dire. Et puis, quand c'est pas l'Alcan, mais la Saguenay Power est devenue propriétaire, bien, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ce territoire-là. Ça fait qu'ils ont embauché un homme, M. Télesphore Chevrette. Le connaissez-vous, celui-là? Hein? Il est plus jeune un peu. Là. Ben là, il n'est plus là, mais reste que j'ai plus peut-être de votre temps. Oups. Bien, il restait là, sur la Pointe-Chevrette.
Oups, t'as peu. Ben, c'est lui, justement, c'est Télésphore, là. Mais si je reviens juste de une, là, bien, il avait utilisé une des petites écoles qui était justement située sur la Pointe-à-Chevrette pour se loger avec sa famille. Ouais. Et puis, il avait été embauché pour planter des arbres sur la Pointe-Taillon. La Saguenay Power voulait redonner une vocation forestière. Ils pensaient pouvoir récolter 80 000 cordes de bois par année. Ça fait qu'ils ont planté des arbres. Puis M. Chevrette, il démarrait ses semis dans ces petits sillons-là qu'on voit juste en avant de la maison. Au début, c'était avec des graines qui venaient de la Finlande puis de la Norvège. Et puis, il démarrait ses semis. Puis après ça, il y avait eu des graines. Il ramassait ses propres... en fait, il ramassait les graines de la région, ici, des pépinières à proximité, pour démarrer des semis ici. Mais après ça, il reboisait la Pointe-Taillon avec ça. Ouais. Et puis, il a planté autant des épinettes, bien, surtout des épinettes, 700 000 épinettes. Au total, il a planté 880 000 arbres sur la Pointe-Taillon. Quand même, hein? Ça, c'était de 1948 à 1956. Ouais. Et, sauf qu'il a quand même planté des épinettes de Norvège, des pins sylvestres, des pins blancs, pins gris, pins rouges, même des érables argentés, puis des tilleuls. Fait qu'il essayait toutes sortes d'affaires. On voit justement là, les rangées où il démarrait ses semis. Oui, oui, regardez, c'est l'église, là, juste à côté des sites, là. Oui, ça a changé, hein? Plus d'arbres que ça, pas mal aujourd'hui, là. Hein? Et puis, on voit-tu un champ? Oui, bon, justement, un champ qui a été reboisé par M. Chevrette, là. Sauf que là, les arbres, ils mouraient. Hein? On est sur du sable, c'est venteux, la plupart des arbres mouraient. Ça fait qu'en 1956, l'Alcan, j'ai rendu l'Alcan propriétaire, il abandonne le projet. C'est terminé, on ne reboise plus la Pointe-Taillon. Et puis là, ils vont se demander encore, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce territoire-là? L'idée commence à grandir, qu'on pourrait peut-être préserver le territoire. En 1952, d'ailleurs, pendant que M. Chevrette est encore là, ils vont faire un refuge d'oiseaux. Oui, justement, la Saguenay Power, domaine forestier et refuge d'oiseaux. Ça va être jusqu'en 1971. On voit M. Chevrette avec un petit canard, on dirait une petite sarcelle, là, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. Et puis, sauf qu'après des longues négociations, finalement, en 1977, c'est ça? Non, en 1977, l'Alcan va céder le territoire au gouvernement pour $1.